Citoyens, bonjour, bienvenue sur Romain Victor, la chaîne qui éclaire l'histoire, l'histoire qui éclaire le présent. Dans cette vidéo, nous allons traiter à votre demande des Girondins, ce courant important de la Révolution française. Présentation, générique, et on y va. Action! Je m'appelle Jean-Baptiste Chiki Budjeya, je suis doctorant en histoire moderne. Je réalise une thèse sur la Société populaire des anti-politiques d'Aix, un club politique, une société patriotique qui se situait à l'extrême gauche pendant la Révolution française. Je fais donc une histoire par le bas, mais ce n'est pas de ça dont il sera question aujourd'hui, puisque vous avez demandé à traiter de la question girondine. Vous avez été quelques-uns à remarquer dans l'un de mes derniers articles que je démontrais exactement le contraire de ce qu'affirmait Michel Onfray relativement aux Girondins. Alors Girondins démocrates, Girondins républicains, Girondins centralisateurs ou décentralisateurs, nous allons voir ça de façon synthétique et dynamique au cours de cette vidéo. Comme vous l'avez appris à l'école, définissons les termes du sujet. Les Girondins sont un courant politique important pendant la Révolution française. Notez que j'ai parlé de courant politique. Les partis politiques, comme nous l'entendons aujourd'hui, n'existent pas à l'époque. Et nous ne remercierons jamais Michel Onfray pour ses approximations à la matière qui nous donnent la possibilité d'entrer dans le vif du sujet. Alors les Girondins étaient-ils centralisateurs ou décentralisateurs? Y a-t-il une opposition entre Girondins et Jacobins? Vous allez voir que tout ceci est somme toute très artificiel. Les Girondins sont réunis autour d'une personnalité politique importante, un journaliste qui a été particulièrement marqué par son séjour dans les jeunes États-Unis d'Amérique, Jacques-Pierre Brissot. D'ailleurs, au moment des faits, on n'appelle pas les Girondins Girondins, mais les Brissotins. Remontons un petit peu en amont de la Révolution, précisément le 19 juillet 1788, date à laquelle Brissot crée la Société des Amis des Noirs. Elle réunit notamment un certain nombre de personnalités que l'on retrouvera plus tard dans le courant girondin, Condorcet par exemple, ou Clavière. La Société des Amis des Noirs a notamment pour objectif d'amener la question de l'égalité civile dans les colonies entre les Blancs, les hommes libres de couleur, c'est-à-dire les Noirs, et les mulâtres, les métis. Contrairement à une idée largement répandue, et notamment par les colons esclavagistes, la Société des Amis des Noirs n'a pas pour objectif l'abolition de l'esclavage. Sur la question de l'esclavage, les statuts rédigés par Condorcet sont assez ambivalents. Effectivement, les statuts précisent que la société entend mettre tous ses soins à connaître, à balancer, à ménager tous les intérêts, y compris ceux des colons esclavagistes. L'objectif de la Société des Amis des Noirs était en réalité l'abolition de la traite, c'est-à-dire du commerce des esclaves, ce qui, de son point de vue, pouvait entraîner sur le moyen long terme, mécaniquement, la fin de l'esclavage. Nous faisons une ellipse, un saut dans le temps, un saut en aval. La Révolution a éclaté. Il s'agit de l'un des bouleversements les plus retentissants à l'époque et qui ne concerne pas la seule France. Dans ce que l'on appelle, entre guillemets, le bloc patriote, il y a des tendances qui sont très différentes, avec des divergences importantes, par exemple de Mirabeau ou Lafayette à Jean-Paul Marat. L'une des spécificités importantes de cette révolution, c'est la participation massive du mouvement populaire, l'entrée en masse du peuple dans le processus révolutionnaire et d'élaboration politique. Nous ferons peut-être une vidéo qui mettra à mal le mythe de la révolution bourgeoise. Cette révolution va être portée notamment par ce que l'on appelle, au début de l'événement, des clubs politiques ou des clubs patriotiques. Ils vont littéralement essaimer dans toute la France. Le club le plus connu est la Société des Amis de la Constitution, le célèbre club des Jacobins, puisqu'ils se réunissaient dans la bibliothèque du couvent des Jacobins, rue Saint-Honoré, à Paris. Les Jacobins ne sont pas simplement un club parisien, ils sont en réalité un réseau de sociétés populaires, réseau national, totalement décentralisé. Premier mauvais point pour Michel Onfray. Dans ce réseau jacobin, qui ne représente pas du tout, loin s'en faut, un bloc homogène avec une doctrine politique clairement
établi, nous relevons effectivement des divergences d'opinion et d'approche du processus révolutionnaire. Nous faisons un autre grand saut dans le temps pour arriver à la crise de l'été 1791. Le roi a été à Varennes, il tentait de rejoindre les lignes ennemies. C'est à ce moment-là l'émergence d'un mouvement républicain qui était embryonnaire, même s'il existait auparavant, notamment dans le cercle cordelier. Et cette crise de l'été 91, la question du devenir du régime politique, faut-il ou non maintenir le roi, va entraîner une scission importante au sein du club des Jacobins. Les plus modérés vont quitter la Société des Amis de la Constitution pour créer le club des Feuillants, alors que le club jacobin et l'essentiel du réseau dans les départements va rester fidèle à une ligne qui est celle de ceux que l'on appelle les patriotes prononcés, quoique avec des divergences plus ou moins importantes entre par exemple Brissot et Robespierre. Le grand moment girondin commence avec l'Assemblée législative, septembre 1791, septembre 1792. La gauche parlementaire est à ce moment-là représentée par des députés, tous membres du club des Jacobins. Ces députés sont les Girondins. Deuxième mauvais point pour Michel Onfray, les Girondins étaient Jacobins. Qu'est-ce qui caractérise ces Girondins au sein du réseau jacobin? D'abord, les Girondins sont précocement gagnés au républicanisme. Alors entendons-nous bien, les Girondins ne demandent pas une république démocratique. En amont de la Révolution, déjà, Brissot avait effectivement défini son idéal républicain avec deux réserves importantes. La première, c'est que ce modèle n'était peut-être pas le plus immédiatement adapté à la France. La seconde, c'est que la République, reposant sur le principe de vertu, ici il y a une référence évidente, du moins une influence de Montesquieu, elle engageait une instruction des citoyens. Et il n'était pas vraiment dans les idées de Brissot de réaliser une instruction des masses populaires. Cette vision conservatrice de la République va amener effectivement un certain nombre d'équivoques. C'est-à-dire que les Girondins estiment que le peuple n'a pas à participer réellement dans le processus d'élaboration politique. Avec l'arrivée de la République en septembre 1792, alors que la Convention, la nouvelle Assemblée constituante, s'est réunie le 21 septembre, les Girondins vont désormais siéger à droite de l'Assemblée. Une Assemblée composée de trois courants importants. À gauche, les montagnards, ils ne siègent pas en haut. Au centre, la plaine ou le marais. Vous relèverez l'allusion péjorative au ventre mou de la Convention. À droite, les Girondins. Cette approche conservatrice de la République, cette sensibilité socialement conservatrice du projet politique est ouvertement revendiquée par les Girondins. Il faut préciser que le plus grand écrivain probablement de la période révolutionnaire, un journaliste issu du district des Cordeliers, avocat de formation, l'homme du 2 juillet 1789, Camille Desmoulins, entend désigner d'une façon claire, nette et incisive ce qui oppose les deux principales tendances de la Convention, Girondins et montagnards. Les Girondins sont désignés comme les républicains aristocrates, face aux montagnards, les républicains démocrates. Relevons immédiatement que les Girondins ne contestent pas la définition. L'opposition entre Girondins et montagnards est antérieure à la Convention. En fait, ce duel fratricide s'était déjà déroulé au sein même du club des Jacobins entre les Girondins d'une part et l'essentiel des futurs montagnards. Il est lié à la question de la guerre. Resituons-nous dans le contexte de l'époque. Il y a eu une révolution aux États-Unis, une révolution qui était en fait une guerre d'indépendance. Dans ce qu'on appelle alors le Brabant, les Provinces-Unies, à Liège, un certain nombre de révolutions avaient éclaté, ce qui a amené les historiens à parler de révolutions atlantiques. Tout le monde en Europe a parfaitement conscience des spécificités de la Révolution française. Elle est beaucoup plus démocratique, radicale et sociale dans ses aspirations. Le mouvement populaire est un acteur de premier plan du processus révolutionnaire. Dans ce cas de figure, l'imminence de la guerre paraît certaine. Le débat oppose ceux qui sont favorables aux préparatifs de guerre dans une logique défensive et les partisans de la guerre offensive.
Parmi les partisans de la guerre défensive, on retrouve des personnalités comme Robespierre, Marat, Billaud-Varenne. Tandis qu'au sein même des Jacobins, les Girondins vont mener une campagne ouvertement belliciste. Il est question pour les Girondins de mener une guerre de libération des peuples européens de leurs tyrans. Cela vaudra une célèbre diatribe de Robespierre adressée à Brissot à la tribune des Jacobins. « Remettez l'ordre chez vous avant de vouloir porter la liberté ailleurs ». Je tronque la citation. Personne n'aime les missionnaires armés. Les Girondins entendent également mener une guerre de rapine. Les finances de l'État sont au plus mal. L'assignat sur lequel je ne m'étends pas maintenant ne rapporte pas ce qu'il était censé rapporter. La situation économique est catastrophique. Remporter une guerre permettrait effectivement de renflouer le trésor de l'État. Ceci nous amène évidemment à l'épineuse question économique et sociale. Les Girondins, socialement, politiquement conservateurs, s'inscrivent dans une vision économique libérale. Ceux-ci sont effectivement inspirés par les physiocrates. Ce sont des philosophes économistes qui estiment que l'économie est réglée, à l'instar de la physique, par des lois naturelles. Il n'est donc pas question pour le protagoniste politique, pour un gouvernement, d'intervenir et de réguler les flux économiques. Ainsi, les Girondins vont défendre le sacro-saint principe de la liberté absolue de commerce auquel le mouvement populaire oppose le droit à l'existence. Relevons qu'alors que Louis XVI a appelé le 20 mars 1792 un ministère girondin dont la personnalité forte est Roland, on appelle aussi les Girondins Rolandins, ceux-ci définissent une vision politique sans la moindre ambiguïté, Roland lui-même exprimant le fait que l'État n'a pas à intervenir en matière économique parce que cela ne relève pas de son domaine. Alors Michel Onfray, toujours Girondin ? La gestion de la guerre est catastrophique, effectivement, les généraux sont contre-révolutionnaires, ils sont issus de l'aristocratie, la guerre accentue le problème de disette, en d'autres termes, le peuple meurt de faim. Dans ce contexte très précis et de crise frumentaire extrêmement grave, les sociétés populaires, les sections populaires de Paris, le club des Cordeliers, bref, les masses populaires exigent la régulation du prix du grain et des denrées alimentaires. L'opposition des Girondins à ce projet, à ces exigences, à ces revendications est totale. Ainsi, à l'automne 1792, les paysans de la Beauce se soulèvent. Il y a effectivement des émeutes de la faim. La politique des Girondines de gestion des émeutes de la faim va consister à faire massacrer les paysans de la Beauce. On répond aux demandes de pain par des distributions de plomb. La chose est parachevée le 8 décembre 1792, lorsqu'à la Convention, les Girondins font voter la peine de mort contre tous ceux qui, dans les départements, s'opposeraient à la libre circulation du grain. En d'autres termes, les Girondins font voter la peine de mort contre ceux qui, dans les départements, demanderaient à ce que l'on régulât le prix des denrées alimentaires, et notamment des matières premières. Mais dis donc, le pouvoir central impose au département, troisième mauvais point pour Michel Onfray. Les Girondins commencent donc à mener une guerre ouverte et pleinement assumée à ce que l'on pourrait qualifier, entre guillemets, de mouvement populaire. Ils établissent notamment une commission des 12. 11 députés de cette commission sont Girondins. Le 12e est issu de la Plaine. Cette commission va s'évertuer à essayer de saigner le mouvement populaire, ce qui va entraîner de la part de l'un des chefs cordeliers des menaces de mort absolument pas dissimulées contre les députés girondins. Le chef cordelier auquel je fais allusion est Jacques-René Hébert, substitut du procureur de Paris. Au printemps 1793, cette lutte s'est considérablement accentuée, les défaites se succédant les unes les autres. Ainsi, le 8 mai 1793, le grand orateur de la Gironde, Vergniaud, en appelle militairement aux propriétaires de province. Il fait valoir effectivement que la propriété est menacée et qu'ainsi l'ensemble du corps social pourrait s'effondrer. L'attaque la plus violente vient d'Isnard, député girondin du Var. Celui-ci, le 25 mai 1793, lance une attaque d'une violence inouïe contre Paris. Si la moindre atteinte est portée à la propriété dans Paris, nous demanderons à la province d'intervenir militairement. Paris sera rasé, et le voyageur des bords de Seine ne se demandera jamais si une ville a existé là.
Le 31 mai, le mouvement populaire, à l'issue d'une journée insurrectionnelle, obtient la suppression de la commission des 12. Malheureusement, rien de plus. Le 2 juin, à l'initiative des cordeliers et des sections parisiennes, qui se font le porte-voix de l'ensemble du mouvement populaire, une journée d'insurrection va entraîner la chute des Girondins, puisque les meneurs de la Gironde sont révoqués. Il faut préciser que la garde nationale d'Henriot, 80 000 hommes, et quelques canons encerclent la Convention. Précisons également que les députés montagnards n'ont pas particulièrement apprécié ce coup de force du mouvement populaire. Les députés girondins ne sont pas condamnés. Ils sont même protégés par un député de la montagne, un certain Maximilien Robespierre. Les députés girondins sont simplement assignés à résidence avec interdiction de se rendre dans les départements pour mettre à exécution leur projet de guerre civile. Oui, c'est bel et bien d'une guerre civile qu'il s'agit, puisque les Girondins vont exciter les inquiétudes des propriétaires dans les départements. C'est le début de ce qu'on appelle l'insurrection fédéraliste. Nous en arrivons au 4e mauvais point pour Michel Onfray. Effectivement, dans les départements, les sections, disons très rapidement des circonscriptions électorales, ont été investies par les notables, particulièrement sensibles aux accusations des Girondins portés contre les montagnards. Ils seraient niveleurs, anarchistes, menaceraient le corps social. Bref, les conservateurs mettent déjà en place le champ lexical du démagogue et du populiste. Ces sections se trouvent confrontées aux sociétés populaires, essentiellement jacobines, qui sont le moteur, le carburant, la pression du programme que les montagnards essaient de mettre en place à ce moment-là. Aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui se joue dans les départements, entre les sections pro-girondins et les sociétés populaires, essentiellement jacobines, pro-montagnardes, ce n'est pas une opposition entre centralisation et décentralisation, les termes n'existent même pas à l'époque, mais entre un projet de république aristocratique, conservatrice, libérale, et un projet de république démocratique, sociale. Les éléments sont quasi revendiqués en ces termes. Alors évidemment, il faudrait que nous fassions une vidéo plus importante sur la question de la centralité législative, de la nécessité à un moment, dans un contexte particulier, de centraliser le dispositif gouvernemental. Nous allons donc conclure sur ces quelques éléments pour cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Romain Victor, de cliquer sur la petite cloche, de commenter la vidéo et de la partager. Souvenez-vous, la connaissance, ça se partage et ça se dispute. Salut et fraternité, citoyens.